Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat de TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. C'est les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Avec lundi, Florian Philippot, le vice-président du Front National, à la veille de la première mobilisation contre les ordonnances, il n'exclut pas d'aller soutenir les forains. Nous ne sommes pas un syndicat, donc ce n'est pas notre boulot en quelque sorte d'appeler à la mobilisation. Nous, si nos électeurs, nos adhérents, nos militants veulent participer aux manifestations, je veux dire, je n'ai même pas besoin de leur dire, ils n'ont pas besoin de mon autorisation, ils sont parfaitement libres d'y aller. Mais nous, notre rôle de... Même vous irez ? Moi, je n'exclus pas d'aller saluer. Vous savez que les forains se mobilisent aussi contre la loi travail demain. Moi, je n'exclus pas du tout, puisque je les connais bien, ce sont mes amis, et je n'exclus pas du tout d'aller leur passer un petit salut fraternel de soutien à leur mobilisation contre la loi travail. Oui, bien sûr, à Paris, mais on verra. Pour le reste, je crois que notre rôle de responsable politique, c'est d'expliquer les choses, notamment de faire comprendre, peut-être pour parer les prochains mauvais coups, pour les anticiper et les empêcher, parce que ça va venir sur le SMIC, et il y en a d'autres en préparation. Tout cela vient de recommandations de l'Union européenne. Voilà. Ça tombe pas du ciel par hasard tous les 3 mois. C'est écrit des années à l'avance dans les rapports de l'Union européenne, dans les demandes, dans les exigences de la Commission de Bruxelles. Il faut le décrypter avant, il faut alerter pour pouvoir parer les prochains mauvais coups. Puis un jour, quand on sera aux responsabilités, il faudra éviter d'obéir systématiquement, comme on le fait maintenant, à la Commission européenne. Alors vous parlez de Commission européenne, mais c'est bizarre, on n'a pas entendu le mot euro de tous les week-ends alors que c'était la rentrée du Front National. C'est un mot qui fait peur maintenant ? Non, vous parlez du discours de Marine, c'est cela ? Oui, et puis des débats. Moi, j'en ai parlé hier dans une autre intervention médiatique. Vous voulez toujours sortir de l'euro ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, vous savez, les discours, ils peuvent être thématiques. On peut parler plutôt d'un sujet à un moment, puis d'un autre à un autre moment. Donc tout ça se voit sur le temps. Oui, la liberté, l'indépendance monétaire, la reconstruction d'une nouvelle monnaie nationale, ce ne sera pas un retour en arrière, ce sera une nouvelle monnaie nationale qui se fera progressivement, c'est indispensable. Parce que la contrepartie de l'euro, c'est que nous sommes un pays qui n'est pas libre. Marine Le Pen n'en a pas dit un mot dans son discours de rentrée à Braché de cette question de l'euro. Est-ce que ça figure encore dans le programme du Front National ? Oui, ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que les discours peuvent être plus thématiques en fonction de l'actualité. C'est son discours de rentrée, Florian Philippot. Oui, mais c'est un discours qui dure 40 minutes. En 40 minutes, on n'a pas non plus parlé... 40 minutes, elle a le temps de parler de l'euro. Vous savez, ça figure au cœur du programme. Oui, mais on n'a pas non plus parlé d'école, on n'a pas parlé de santé. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder et ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas dans le projet. Pour revenir sur le fond du discours, vous le disiez, elle n'a parlé ni d'école, ni de santé, ni de l'euro. On ne va pas y revenir. En revanche, elle a mis l'accent sur le terrorisme, sur la menace islamiste. Elle a parlé de submersion migratoire. Est-ce que c'est le retour de la ligne droitière du Front National ? S'il est pas tout à fait nouveau, ça ne vous aura pas échappé que le Front National s'oppose à l'immigration massive et combat le fondamentalisme islamiste. Florian Philippot. Moi, j'ai toujours combattu. Vous demandiez à Marine Le Pen de ne pas se centrer sur ces thèmes durant la campagne, d'élargir la ligne. Aujourd'hui, vous le voyez, elle reste sur une ligne droitière qui est plutôt celle de Nicolas Bay. Alors, je vais vous dire, les choses sont claires dans la refondation. Puisque vous parlez du débat interne du Front National, c'est vrai qu'il y a 2 possibilités. Moi, je pense qu'il faut parler de tout, y compris, que les choses soient claires, y compris de l'immigration massive, du terrorisme islamiste, de l'identité nationale, de l'insécurité, qui sont des sujets absolument fondamentaux, qui sont dans l'actualité, qui sont des drames que subissent les Français. Mais je pense qu'on doit parler, évidemment, de tout. Pascal Jalabert. Oui, Robert Ménard, maire de Béziers, soutenu par le Front National, dit « Les frères Philippot sont nuisibles au Front National ». Que lui répondez-vous ? Oui, mais tout le monde est nuisible à part lui, parce que dans la phrase d'avant, il explique que Marine Le Pen est complètement nulle, donc tout le monde est nul sauf lui. Qu'est-ce que je réponds à ça ? Ça veut dire que c'est pas très constructif. Philippot et Ménard dans le même parti, c'est pas possible ? Mais déjà, nous ne sommes pas dans le même parti de fait, puisqu'il n'a jamais adhéré au Front National. Donc ça veut dire qu'à la refondation, c'est lui ou vous ? C'est ça ? Il n'a pas, lui, adhéré au Front National, donc à la limite, c'est un avis extérieur, très bien, mais c'est pas très constructif. Moi, c'est pas ma manière de faire de la politique que de m'attaquer à des personnes en disant quel intérêt. Ces gens-là prônent en permanence l'union des droites, dont personne ne veut d'ailleurs, parce que personne n'accepte son union des droites. Ni Wauquiez, ni Ciotti, ils l'ont tous envoyé balader. Et par contre, il n'a que le mot virer à la bouche quand il s'agit des gens de sa propre famille politique. Donc ça me paraît un peu incohérent. Mais ça, c'est son ça, c'est à lui de gérer son incohérence. Moi, je pense qu'on ne doit pas être dans l'attaque personnelle et dans l'invective. On doit être dans le débat d'idées. Si lui veut un parti politique centré sur 1 ou 2 sujets, qui ne parle que d'immigration, etc. Alors que tout le monde sait déjà que le Front est contre l'immigration massive. Vous ne me trouverez pas un seul Français dans la rue qui ne le sait pas. Si vous me le trouvez, vous me l'apportez et on lui décerne une médaille, parce que ce sera extraordinaire.
Mardi, Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invite tous les fainéants à aller manifester en ce jour de la première mobilisation contre la réforme du Code du travail. Je souhaite le retrait de cette loi, ça c'est clair. Je souhaite que ce ne soit pas appliqué. Je pense que c'est mauvais pour les salariés de ce pays, que ça va faciliter les licenciements, augmenter la précarité, plafonner les indemnités avec des licenciements abusifs. Bref, beaucoup de raisons m'amènent à penser que ça va aggraver les problèmes. Je souhaite que cela ne s'applique pas. Et il est vrai que dans notre charge politique que nous avons portée contre le gouvernement, moi j'ai posé le problème de, je veux dire, la légitimité quand même de tout ça. Alors je sais que ça choque. Donc il n'y a pas de légitimité. C'est-à-dire que je pense que M. Macron est un peu, grisé par la victoire. Et s'il croit qu'il a une majorité sociale et politique pour faire quelque chose d'aussi important que remettre en cause le Code du travail comme il le fait. Donc selon vous, il ne l'a pas. Voilà, je crois qu'il ne l'a pas. Je lui dis, regardez bien, Monsieur le Président de la République, dans le sens, j'insiste pour dire qu'il est Président de la République, mais je lui dis, attention, le score que vous avez obtenu au premier tour de l'élection présidentielle, 24% des exprimés, 18% des inscrits, plus un second tour tout de même face à Mme Le Pen, qui marquait plus un rejet de Mme Le Pen qu'une véritable adhésion à son projet, ne lui donne pas, selon moi, les coups des franches démocratiques, cette assise large pour dire « je vais casser le Code du travail ». Donc je crois qu'il est en décalage complètement avec ce pays, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les instituts de sondage le démontre, il est au creux, et on le voit bien dans la rue, dans le pays, il y a quand même quelque chose qui monte, il y a une insatisfaction. Donc il veut aller au choc, en plus il le fait avec des formules provocantes, on va en parler. La question de Cyril était très claire, voulez-vous faire chuter le gouvernement, oui ou non? C'est-à-dire que je ne souhaite pas son maintien, moi j'aurais pas de problème, oui, si vous voulez, mais je vois bien, non mais que les choses soient claires, moi je suis fondamentalement un démocrate, il n'y a pas d'autre moyen que un rendez-vous électoral éventuellement, mais boosté aussi par des mobilisations sociales, c'est la démocratie. Je souhaite que cet après-midi soient nombreux à manifester, que le 21, les organisations syndicales appellent à une journée aussi, et le 23, dont vous avez tous entendu parler, ce rendez-vous citoyen pour être nombreux. Vous évoquez la manifestation d'aujourd'hui, celle du 21, du 23. Est-ce que vous regrettez quand même pas qu'il n'y ait pas une unité de l'opposition contre les ordonnances? Et est-ce que vous ne la regrettez pas? D'ailleurs, on a vu un peu un rendez-vous manqué entre Martinez et M. Mélenchon la semaine dernière. Manqué? Je vous assure qu'ils étaient dans la même salle, ça s'est passé à l'Assemblée nationale, ils s'entendaient très bien. Je sais bien, mais il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu une unité parce que Philippe Martinez, c'est un dirigeant syndical qui, il y a dans ce pays une volonté, une tradition, ça marche un peu différemment dans d'autres pays, que les syndicats sont indépendants des forces politiques. Philippe Martinez en rigolait avec nous en disant pendant des années on lui a reproché d'être très proche d'un parti politique. Aujourd'hui parfois on voudrait qu'il se jette dans les bras, en l'occurrence de la France Insoumise. Il a bien raison de dire, lui, il veut rassembler des gens quelle que soit leur sensibilité politique. Moi, je dis gloire à la CGT, à M. Martinez qui tient la tranchée. Heureusement qu'il est là, même si après on peut discuter de plein de choses. Heureusement que cette manifestation a lieu cet après-midi. J'observe tout de même que, malgré la belle opération de communication du gouvernement, je ne connais pas un dirigeant syndical, là je sors de la CGT, qui soit heureux. Même on a affiché M. Berger, M. Mailly, quand on les écoute attentivement, c'est des gens respectables qu'il faut écouter. Déjà, c'est plus compliqué que prévu. Vous avez même vu que dans Force ouvrière, il y a eu un débat justement, est-ce que vous êtes surpris de la prise de position justement de Mailly? C'est-à-dire que moi, je le dis là avec vraiment avec respect par rapport à mon rôle qui est le sien et le rôle d'un dirigeant syndical. Et en plus, je connais M. Mailly et j'ai du respect pour lui, mais je ne comprends pas comment on peut être contre la loi El Khomri, comme il l'a été, et se retrouver dans une situation quand même parfois d'accompagnement de cette réforme. Selon moi, quand on est contre la loi El Khomri, sa philosophie, c'est à l'inversion de la hiérarchie des normes, on ne peut être que contre ce que fait actuellement le gouvernement. Bon, j'observe que ce que j'exprime là est quand même le sentiment général des instances représentatives de Force ouvrière qui ont dit que ça allait pas du tout et qui invitent partout où il y a des instances de représentativité, les représentants de FO voteront contre. Vous serez cet après-midi dans les cortèges? Eh oui, je serai. Moi, j'ai vu hier... Vous ne serez pas donc un fainéant, vous irez manifester? J'invite tous les feignants, les cyniques et les extrémistes, pour reprendre l'expression entre guillemets, à aller manifester. Non, je serai cet après-midi. Hier, j'ai vu les syndicats vous savez, je suis élu de Montreuil, la CGT, Solidaire, etc. Je serai avec eux à la place qui est la mienne, derrière les syndicats, tranquille, avec mon écharpe d'élu. Je crois que c'est mon rôle. Et je prévois même dans ma circonscription de faire une réunion ouverte à la population pour les informer des raisons pour lesquelles le député que je suis pense que cette réforme n'est pas bonne. Moi, j'ai été élu d'ailleurs dans un rejet, je l'ai dit clairement, c'était dans mon programme. Si vous votez Corbière, c'est non à cette réforme du Code du travail qui était préparée. Je ne tords le bras à personne. Enfin, un dernier mot sur feignant. Oui, on va dire un mot. Bon, moi, je pense les cyniques, les feignants, les extrêmes, vous reconnaissez? Non, mais surtout, alors en plus, vous avez vu la communication, ils ont sorti les rames là, ils préparent les Jeux Olympiques en aviron, là, ils sont bons à l'Élysée. Est-ce que c'était une faute politique? Je le crois.
C'est un grand peuple, la France, où on a quand même des traditions de manifestations, de mobilisation. Hein. L'histoire de ce pays, c'est écrite par des grandes mobilisations populaires. Et les gens n'aiment pas être insultés. À propos d'Irma, on a vu de la désinformation. Mercredi, c'était le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, qui était notre invité sur ce plateau. Et il s'en est pris aux manipulations et aux contre-vérités qui circulent sur la situation à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a-t-il dit. Le but, c'est en premier lieu d'être auprès des gens qui souffrent, effectivement, qui ont perdu leur maison, peut-être ont des proches blessés. Mais vous faites allusion peut-être aussi à tout ce que les réseaux sociaux peuvent parfois charrier, avec le meilleur parfois, mais aussi le pire, parce qu'on a vu véritablement de la désinformation. Lorsque j'ai lu que la préfète de Saint-Martin aurait quitté l'île pour aller à la Guadeloupe, mais elle a fait partie de ceux qui sont restés avec ses équipes dans la seule pièce qui restait debout sur l'île et qui a assuré la continuité de l'État. Donc ce que je veux dire, c'est que justement, on voit bien que avec toutes parfois ces manipulations qui ne sont pas le fait. Au contraire, ça montre bien que les journalistes ont un rôle éminent pour pouvoir aider le public à décrypter, dans la mesure où souvent on voit beaucoup de contre-vérités. Vous pouvez nous assurer qu'il y a continuité de l'État en ce moment? Vous savez, le Quai d'Orsay est aussi impliqué puisque nous avons un centre de crise. Et ce centre de crise, je peux vous dire, moi j'étais en contact avec eux. Lorsque parfois des parlementaires m'ont signalé la situation de telle ou telle famille, j'ai personnellement fait le point et je peux vous dire qu'ils étaient sur le pont H24, oui, notamment pour téléphonie. Mais bien sûr. Et on a aujourd'hui 3000 militaires, fonctionnaires qui sont sur le pont, c'est un tiers de l'opération Sentinelle sur le territoire national. Vous imaginez, un tiers, l'équivalent d'un tiers sur les deux îles. Donc ça montre que... En même temps, on a vu sur place Emmanuel Macron effectivement confronté à des habitants en colère. Bon, alors évidemment, sous le choc. Qui ne le serait pas. Qui ne le serait pas, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un retard au déclenchement des secours et un manque de prévention par rapport à un cyclone dont les conséquences dévastatrices étaient quand même annoncées? Alors, écoutez, j'avoue que c'est injuste. C'est toujours facile a posteriori de se dire on aurait pu faire mieux, etc. Le temps du retour d'expérience viendra naturellement, le président l'a dit, le temps de l'évaluation viendra. Cela étant, je crois que on l'a vu dès le 2 septembre, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été prépositionnés. La ministre de l'Outre-mer elle-même est arrivée très tôt. Elle a d'ailleurs vécu aussi l'ouragan José. Donc franchement, je crois que tout le monde a été sur le pont, a fait du mieux qu'on peut. Et il y a 80 000 personnes sur ces îles. On ne pouvait pas imaginer l'évacuation de 80 000 personnes. Mais en revanche, quand je vous dis qu'il y a 3 000 aujourd'hui militaires, gendarmes, etc. sur le pont, qu'il y a des centaines de milliers de tonnes d'eau, de litres d'eau qui ont été acheminés, voilà, ce sont des faits, c'est factuel. Alors, il y a un élément qui moi, m'a frappé. Saint-Martin est une petite île partagée entre la France et les Pays-Bas. Et on a l'impression que les deux pays ont réagi chacun de leur côté. D'ailleurs, c'est un correspondant néerlandais à Paris qui le soulignait. Le roi était sur place un jour avant Emmanuel Macron. Est-ce que finalement l'Europe n'a pas l'air de fonctionner là-bas non plus, quoi. Il y a une frontière entre les deux parties de l'île. Alors, pareil, je peux vous assurer, étant auprès de Jean-Yves Le Drian lui-même, il y a déjà, en fin de semaine dernière, s'est entretenu très directement avec son homologue néerlandais de la situation. Moi-même, hier à Tallinn, également avant-hier avec mon homologue. Et ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, la coordination France-Pays-Bas, elle est là. Maintenant, Saint-Martin, dans l'orbite des Pays-Bas, a une relation aussi un peu particulière. C'est pas comme s'il y avait, entre guillemets, comme chez nous, le préfet, il y a un rapport d'autonomie qui fait que les instructions ne sont pas forcément aussi directes que celles qui L'Europe a fonctionné, c'est ce que vous nous dites. Pardon ? L'Europe a fonctionné, la communication a fonctionné entre les deux pays. Bien sûr. Oui. Après, ce que je veux dire, c'est que dans l'architecture institutionnelle néerlandaise, c'est pas d'Amsterdam qu'on peut appuyer sur un bouton en disant vous faites ci, vous faites ça, puisqu'il y a une sorte d'autonomie. Jean-Baptiste Lemoyne, je me permets de vous ramener dans cette maison que vous avez bien connue. Il y a les sénatoriales qui approchent. Qu'est-ce que peut espérer La République En Marche? Et est-ce que finalement le contexte n'est pas très défavorable avec des décisions du gouvernement qui ne font pas plaisir aux élus locaux? Vous l'avez bien connu parce que vous êtes ancien sénateur, il faut le rappeler aux téléspectateurs. À mon avis, il n'y a pas de scoop à attendre de ces élections sénatoriales. Le corps électoral a été désigné en 2014 lors d'élections municipales qui sont caractérisées par une vague bleue. Favorable à la droite. Vague bleue. Dès lors qu'il y a une vague bleue en 2014, la poussée
de la droite, en principe, devrait se vérifier aux élections sénatoriales. Encore qu'elle est très divisée. Maintenant, j'ai été aux côtés de François Patriat, de Nicole Bricq, un des cofondateurs du groupe de La République En Marche ici au Sénat, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que dans une des deux chambres du Parlement, il n'y ait pas un groupe qui défende le projet d'Emmanuel Macron, et c'est ce que nous faisons au quotidien. Maintenant, il est sûr que le mode de scrutin n'est pas forcément le plus favorable compte tenu du corps électoral. Mais je pense qu'on peut avoir des surprises ici ou là et qu'effectivement, le groupe de La République En Marche va s'étoffer de quelques éléments. Jeudi, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui était sur notre plateau. Le mot grammaire est devenu presque tabou, a-t-il déclaré, pour nous parler des réformes en cours et à venir. C'est important de revenir à une grammaire intelligible par tous et à une grammaire qui structure la pensée, c'est-à-dire la structuration de la pensée des enfants. Cela passe par ce qu'on appelle la grammaire de phrase, sujet, verbe, complément. On va revenir à des mots simples, normaux, si je puis dire. C'est évidemment la tendance que je vais imprimer, ça ne passe pas que par le prédicat. De façon générale, sur le sujet de la grammaire, si vous voulez, le mot grammaire était presque devenu un mot tabou, on ne l'utilisait presque plus. Je veux qu'on utilise de manière claire et nette le mot vocabulaire, le mot grammaire. Le langage, c'est ce qui est le plus important dans la vie, c'est essentiel, c'est la vie. Ça repose sur deux choses, des mots et des relations entre les mots, c'est-à-dire du vocabulaire, de la grammaire. Cette chose aussi simple que ça doit être affirmée et on doit avoir de la pratique de la grammaire de phrase, c'est-à-dire la capacité d'analyser une phrase dans le futur. Alors vous faites quand même d'autres annonces sur les apprentissages, notamment des mathématiques, de l'histoire. Alors quand même c'est un peu surprenant parce que vous avez toujours indiqué qu'il n'était pas question pour vous de réécrire les programmes. Et finalement d'opérer des ajustements à la marge, en fait. C'était ça, vos mots. Et puis, en réalité, on a l'impression, là, que vous y allez... franchement, c'est un changement de cap. Non, pas du tout. C'est assez difficile de faire passer une approche équilibrée et subtile dans le débat public de nos jours, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis très clairement ? Je dis, ce que j'ai dit dès que je suis arrivé. On ne fera pas une grande loi parce que tout ne changera pas par un coup de baguette magique, par juste un texte. Premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas faire de zigzag dans les programmes parce que je suis parfaitement conscient que les professeurs, les familles, les élèves sont saturés par ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des changements continuels. Donc je tiens compte de cela. En même temps, je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc j'essaye de les faire évoluer, d'abord par les acteurs eux-mêmes, en donnant plus de pouvoir aux équipes éducatives, donc plus d'autonomie aux établissements, plus de capacité à décider. C'est ce qu'on a fait pour la réforme du collège, c'est ce qu'on a fait pour les rythmes, mais aussi des ajustements qui permettent de remettre un petit peu les rails à l'endroit, si vous voulez. Et donc, cela ne nécessite pas d'abattre tous les programmes. Il y a des choses qui sont bonnes dans les programmes. C'est juste de faire le distinguo entre ce qui va bien, qu'on ne change pas, et ce qui ne va pas, que l'on doit faire évoluer. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, les questions de grammaire ne sont pas assez explicites dans nos programmes de l'école primaire et du collège. On doit revenir à avoir des élèves qui sachent lire, écrire, compter, respecter autrui à l'école primaire et au collège de renforcer et les mathématiques français, aussi, bien évidemment. Et on va le faire. Ouais. Donc c'est la refonte des mathématiques aussi. Les mathématiques nécessitent... C'est toujours la même idée, si vous voulez. On a besoin d'une pédagogie explicite, progressive, structurée. Les vacances de la Toussaint, vous les jugez trop longues. Est-ce que vous allez les raccourcir ? C'est le même sujet que le prédicat. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministre qui peut vous dire « demain, les vacances de la Toussaint changent ». Ce que je fais, c'est que sur certains sujets où il peut y avoir une décision immédiate, je les ai pris. J'ai pris ces décisions et ça se voit en cette rentrée. Et puis sur d'autres sujets qui sont des grands sujets de société, puisque les vacances structurent la société française, il est évident que ce n'est pas moi qui, dans mon bureau, va dire « les vacances de la Toussaint sont divisées par deux ». En revanche, j'ouvre un débat sur ce que j'appelle le temps et l'espace de l'enfant au XXIe siècle. Ça va être un grand débat au cours de plusieurs mois pour prendre en compte toutes les réalités concrètes des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Le temps de sommeil, le rapport aux écrans, tous ces sujets qui sont... Le rapport au téléphone portable aussi. Le rapport au téléphone portable, tous ces sujets... On va les mettre dans des casiers. Alors, je finis juste à intégrer dans une vision d'ensemble. Et les vacances en font partie. Donc, c'est vrai que je juge les vacances de la Toussaint trop longues, mais ça se discute avec beaucoup d'acteurs de la société française. Et c'est ce que l'on va faire. C'était juste un symbole de téléphone portable au casier ? Vous savez que le président l'a dit pendant la campagne présidentielle. Vous savez que l'exemple que je donne toujours, c'est le Conseil des ministres. Nous laissons nos téléphones portables avant d'aller en réunion dans des casiers. Et on doit maintenant étudier sur le plan scolaire comment cela peut se passer sur un plan pratique.
Vendredi, Maël de Calan était l'invité de Territoire d'Info. Il est candidat à la présidence des Républicains. Il est conseiller départemental du Finistère. Il est proche d'Alain Juppé et il revendique une droite ouverte face à une droite fermée, incarnée par Laurent Wauquiez. Pourquoi est-ce qu'on fait de la politique quand on a 37 ans et qu'on peut faire autre chose ? Parce qu'on pense que la politique est encore utile, elle est indispensable. Il y a beaucoup de gens qui doutent des partis politiques et qui détestent leurs responsables politiques parce qu'ils incarnent tout ce qu'ils n'aiment pas et en même temps qui espèrent dans la politique. Il y a un sondage très amusant et très intéressant et en fait assez pathétique pour les partis qui est publié chaque année qui dit que près des 3/4 des Français aiment la politique, s'y intéressent et attendent beaucoup de l'action publique et en même temps sont désespérés par leur classe politique. C'est la raison pour laquelle dans notre génération, on a envie de transformer ces pratiques. Vous avez travaillé chez UBS dans un fonds financier. Vous avez été directeur financier d'une start-up spécialisée dans les biotechnologies. Y a-t-il du Macron en vous ? C'est à la mode, effectivement, de se prétendre inspiré par Macron. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai un parcours privé. J'ai fait des écoles et puis ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur privé. Je ne travaille plus depuis l'élection législative, mais je vais recommencer là, dans quelques semaines. Et je pense que les responsables politiques qui font de la politique une carrière toute leur vie à plein temps, c'est un modèle qui est daté, qui a vécu. Pour deux raisons. D'abord parce que les Français s'y reconnaissent plus du tout, mais alors vraiment plus du tout. Et ensuite parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir une vision politique très juste et du fonctionnement de la fonction publique et du fonctionnement du secteur privé quand on a été un responsable politique toute sa vie. Vous êtes candidat à la présidence des Républicains. Est-ce vraiment nécessaire ? Il y a déjà plein de candidats. Et d'ailleurs, est-ce que vous aurez vos parrainages ? Alors on est assez confiant. On a commencé lundi la chasse au parrainage. Il en faut plus de 2500. Et j'appelle tous les adhérents des Républicains qui nous écoutent à nous adresser le leur pour qu'on puisse être candidat. Pourquoi est-ce qu'on l'est ? Parce qu'il y a effectivement beaucoup de candidats, mais au final, il n'y a que deux lignes. Il y a une ligne qui est très clivante sur la forme et très contestataire sur le fond, qui est incarnée en particulier par Laurent Wauquiez, mais par la plupart des autres candidats. Il y a une deuxième tradition à droite qui jusqu'à présent n'était pas représentée, puisque plusieurs leaders qui auraient pu le faire n'ont pas souhaité se présenter à cette élection. Une ligne qui est plus ouverte, qui est plus rassembleuse. Une droite qui est clairement de droite, mais qui est attachée à sa culture de gouvernement, qui ne surfe pas sur des slogans. Et cette droite ouverte, elle n'était pas représentée dans cette élection, alors même que notre conviction, c'est qu'elle est majoritaire dans notre électorat. Donc, comme personne n'y allait, on a décidé de s'y coller en quelque sorte avec donc, ce collectif de jeunes élus qui ont soutenu des gens différents à la primaire, mais qui se reconnaissent dans ces valeurs d'une droite moderne. Vous dites représenter la droite ouverte. Laurent Wauquiez, c'est quoi, la droite sectaire ? C'est la droite fermée et qui se referme sur un cœur de plus en plus restreint d'idées et d'électeurs. C'est une tradition de la droite qui a sa place dans notre famille politique. Il ne s'agit pas de s'exclure les uns les autres. Mais si les Républicains deviennent la famille d'une seule droite, la plus fermée, elle n'a aucune chance de remporter les prochaines élections. Et la décision de Virginie Calmels de rallier Laurent Wauquiez a été, chez vous, une motivation. Et comment l'a-t-il vraiment vécu Alain Juppé, parce qu'il y a eu cet écho dans le cadavre enchaîné où il l'accuse de rayer le parquet, mais en fait, il s'est dédié, il a fait un selfie avec elle, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Alain Juppé, c'est un homme d'État qui en a marre qu'on le fasse parler. Effectivement, il a démenti cette phrase qui était complètement fausse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a deux conceptions différentes du rassemblement avec Virginie. Et je respecte la sienne. Mais de mon point de vue, le rassemblement ne passera pas par la distribution de postes dans l'organigramme ou par un discours un peu niant de différentes sensibilités. Le rassemblement, il implique d'un mot de mettre sur la table calmement mais très clairement ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare au sein des Républicains pour ensuite trouver une ligne idéologique, une ligne politique dans laquelle les différentes sensibilités pourront se retrouver. Pour finir sur Alain Juppé, Maël de Calan, vous la revendiquez cette filiation juppiste. Est-ce que vous regrettez qu'il ne vous soutienne pas officiellement ? Mais Alain Juppé dira ce qu'il voudra, quand il le voudra. La seule chose que je peux vous dire, parce qu'encore une fois, il en a marre... Qu'est-ce qu'il vous dit officieusement alors ? Parce qu'officiellement, il ne veut rien dire. Vous parler ? Oui, je lui parle, mais il en a marre qu'on le fasse parler. Je ne vous le dirai pas parce qu'il en a marre qu'on l'instrumentalise sur les plateaux de télévision. Je ne l'ai jamais fait. Là, vous l'instrumentalisez pour nous raconter ce qu'il vous dit. Je peux vous dire, non, je ne l'ai pas fait. Justement, je peux vous dire une chose. C'est que Alain Juppé, il a un souci, une très grande préoccupation. C'est que ses idées, et les idées qu'il a portées dans sa vie politique depuis près de 40 ans, soient représentées, soient incarnées dans la nouvelle génération. Mais elles sont représentées par vous, alors pourquoi ne pas vous soutenir ? En partie par moi, mais par d'autres aussi. Vous vous êtes quand même affiché pendant la campagne avec le Premier ministre, Édouard Philippe. Ça vous a d'ailleurs pas trop réussi ?
Édouard Philippe, on a une proximité amicale, une proximité intellectuelle, mais on a fait des choix stratégiques différents. Et Alain Juppé, pour finir d'un mot, il a une ambition, c'est de créer aujourd'hui une forme de pépinière pour permettre l'émergence de nouveaux talents à droite qui portent ces idées durablement dans le débat public. J'en fais partie, mais je suis loin d'en être le seul exemple. Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême, en fait partie. Il y a des élus dans toute la France qu'il a envie de faire émerger, à qui il a envie de donner la parole, qu'il a envie d'encourager pour que les idées d'une droite ouverte, d'une droite qui est clairement droite, il vous conseille pendant cette campagne. Non, mais encore une fois, je ne le ferai pas parler parce que ce n'est pas ce qu'il souhaite. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé que le gouvernement prévoyait l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en 2018. Quelle est votre position sur ce sujet ? Moi, j'y suis opposé et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement décide à nouveau de fracturer la société française sur un sujet qui divise profondément les Français et les familles entre eux et entre elles et qui ne correspond pas à une demande sociale très forte. J'y suis opposé aussi à titre personnel parce que je considère qu'un enfant doit être élevé par un père et une mère. C'est une conviction qui est très personnelle, mais je ne comprends pas pourquoi fracturer à nouveau la société française. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous.